pendant toute la guerre, avec le déficit d'hommes, les morts d'hommes au front, puis l'on voit d'une façon générale des hommes au front, l'industrie de guerre qui est en pleine explosion à partir de 1915 sous la direction d'Albert Thomas, a besoin de bras. Mais à partir de la fin de 1915, les besoins sont tels que le gouvernement, parce qu'il a été aussi, je dirais, sollicité par un certain nombre de généraux, dont le général Mangin, pense aux colonies d'abord pour les combattants, et c'est ce qui est le mieux connu dans l'historiographie actuelle. Je dirais pour les ouvriers, c'est quelque chose qui a été moins étudié parce que moins mis en avant, et on prend conscience aujourd'hui que la guerre, ça a été un énorme brassage de population aussi. C'est l'occasion de voir arriver en France, vraiment à l'initiative du colonisateur, une main-d'œuvre qu'on n'avait encore jamais vue en métropole, la main-d'œuvre indo-chinoise, puisqu'on l'appelle comme ça à ce moment-là. À la fois parce qu'on considère que, en vertu de stéréotypes qui sont propagés beaucoup par exemple le général Mangin, le Sénégalais est voué à la guerre pour ses qualités de combattant, et le Vietnamien, plus petit, plus menu, plus fragile, ne serait pas un bon combattant. Alors ça, si vous voulez, c'est la raison, je dirais, officielle, celle qui alimente toute une littérature coloniale au ministère de la Guerre sur les vertus comparées, les qualités comparées des combattants coloniaux, des soldats coloniaux, des ouvriers coloniaux. Pour ce qui concerne l'Indochine, en fait, ça masque des inquiétudes bien plus réelles sur le loyalisme des tirailleurs en Indochine. Il faut se rappeler que l'Indochine, ce n'est pas une colonie de peuplement, à la différence par exemple de l'Afrique du Nord, qu'il y a très peu de Français là-bas, que pendant la guerre, il n'y a presque plus de Français. Pour les 15 bataillons qu'on va recruter, ils seront envoyés dans les troupes d'étape, c'est-à-dire à la logistique. Ils seront infirmiers, fossoyeurs, conducteurs de camions. Il y aura beaucoup de fossoyeurs, d'ailleurs ça posera aussi un problème parce qu'ils refuseront de toucher les cadavres à un moment. Le recrutement en Indochine, en fait, il s'est fait essentiellement parmi des paysans très pauvres, puisque le reste de la population a refusé de partir, en gros. Il y a eu une résistance assez forte au recrutement, et qu'en fait, on a pu réellement recruter que dans les régions les plus pauvres du Nord, parmi la population paysanne, et à la suite, il faut bien le dire aussi, de disette et de famine. Donc ceux qui arrivent, ce sont les moins préparés à ce que j'appellerais l'Occident, la modernisation. Ils sont soumis à une discipline militaire, ils sont encadrés par des officiers coloniaux, et quand ils arrivent, ils ont une marge de manœuvre extrêmement réduite, d'autant plus qu'on va les cantonner dans des casernements qui sont immédiatement à côté de l'usine. Donc on cherche par tous les moyens à leur éviter le contact. Alors les contacts qu'on redoute au-delà de tout, ce sont les contacts avec les ouvriers et les syndicats, et les contacts avec les femmes. Parce que les contacts avec les femmes, en France, et il y en aura beaucoup, il y aura des liaisons, des amours, des enfants qui naissent. Le problème que ça pose ensuite dans la colonie, c'est l'éventuel retour de ces ouvriers avec des femmes françaises, puisque il n'est pas question dans la colonie d'envisager je dirais, une sexualité entre l'homme colonisé et la femme française. Autant je dirais que le monopole sexuel du blanc s'exerce dans la colonie toujours vers ce qu'on appelle sa concubine, la kongai, autant il est inenvisageable et pas envisageable à ce moment-là, puisque c'est une vraie contestation de l'ordre colonial, qu'on voit arriver ou on voit revenir des hommes au bras de femmes françaises qui elles-mêmes, à ce moment-là, s'ils sont mariés, perdraient son statut de citoyenne française et deviendraient indigènes.